s'il vous plaît. Dans le début de la présentation, moi je dois dire que j'ai été surpris comme résumé de l'histoire du monde, avoir un résumé de l'histoire des pays de l'OTAN, c'est-à-dire des pays dont la population est en majorité de race blanche. Il y a quand même, effectivement, dans le monde, pas seulement, on représente l'OTAN moins de 10%. Il y a un autre monde que celui-là. Et j'ai été étonné, d'une part, qu'on ne dise pas. Moi, c'est ce que m'avait dit, j'ai assisté récemment à une conférence faite par un Chinois, qui disait que l'histoire de ces 70 dernières années, c'est celle d'une croissance mondiale ininterrompue de 5% par an, exempt de toute crise. C'est ça, comment les Chinois voient le monde. Deuxièmement, il n'a pas été dit que le centre du monde, qui était l'Atlantique, les États-Unis et l'Europe, est en train de se déplacer dans le Pacifique. L'histoire du XXIe siècle sera celui de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Bon, on n'en a pas entendu parler. Troisièmement, la réalité quand même fondamentale, on est en Europe, c'est qu'on est en train de disparaître. On est en train de disparaître. Je veux dire, c'est complètement fou qu'on ne parle pas de ça. L'Europe disparaît depuis un certain temps, mais en particulier depuis 1975. Disons que, comment ça s'appelle, l'OCDE prévoit que l'Europe aura un niveau de vie inférieur à l'Afrique entre 2050 et 2070, et entre 2035 et 2045, les flux migratoires entre l'Europe et l'Afrique devraient s'inverser, les pauvres Européens allant ramasser les poubelles à Lagos. Bon, on croit rêver, je dirais, quand on est ici. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Deuxièmement, j'ai entendu parler de Freud et j'ai entendu parler d'un certain nombre d'intellectuels. Je ne dirais pas, ils sont tous américains, européens et tous blancs. Bon, je n'ai pas entendu le mot de Confucius. Or, Confucius, le confucianisme, c'est quand même l'avenir de la pensée humaine pour les 5 prochains siècles. Comment, au XXIe siècle, peut-on faire un débat d'idées sans parler de Confucius? C'est délirant, délirant. Bon, on s'observe le nombril, mais je veux dire, c'est fou. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Et puis, dernier point quand même, certains sujets me rappellent quand même la fin de Byzance, où quelques années avant la fin de Byzance, les gens discutaient du sexe des anges. Comme vous le savez, ils sont tous morts et on n'a jamais résolu le problème du sexe des anges. Je crains bien que certains problèmes évoqués ce soir ne seront jamais résolus parce que nous aurons disparu avant. Merci. Je peux parler sans micro de toute façon il marche. Enfin, c'est juste il marche. Il marche. Il marche. Non. Il marche pas beaucoup. Il marche pas beaucoup. Si, il marche. Si tu le mets comme ça. D'accord. Non, mais c'est juste pour en revenir simplement à un point sur l'analyse et qui est en rapport avec les dernières élections, les élections européennes. On constate une montée du nationalisme. Bon, je trouve que vous avez passé un peu trop brièvement à mon goût la question de la montée des extrémismes. Je voulais simplement savoir si l'oligarchie avait besoin de la montée des nationalismes ou est-ce qu'il y a une dynamique propre des nationalismes dans les sociétés occidentales. Notre question bon, pour ma part, je regrette que Jean-Jacques n'ait pas pu terminer en fait un petit peu son analyse, notamment sur la conscience et sur l'individu dans cette histoire, parce qu'on parle beaucoup de choses collectives, mais que je sache, les collectives ne sont que des chimères constituées d'un certain nombre d'individus. Et si on ne part pas de l'individu et de la conscience individuelle, du réveil de la conscience de chaque individu, on ne peut pas créer quelque chose de collectif. Sinon, par la force. C'est ce qui se fait jusqu'ici, par les mouvements politiques. Là, il est question d'individus. Or, le problème, c'est que l'individu à l'heure actuelle
c'est un individu fabriqué par une société qui individualise les gens, mais non pas pour les rendre plus conscients, mais pour les rendre plus consommateurs, plus égoïstes, plus individuels, sans aucun contact avec le collectif précisément. Hein? Les gens sont de plus en plus isolés dans une société soi-disant de communication qui en réalité rend les gens de plus en plus schizophrènes. Le problème, c'est de regarder en soi, regarder comment on fonctionne par rapport aux autres, regarder quelle est notre avidité, quel est notre besoin. On a parlé beaucoup de droits, mais il y a aussi des devoirs. Il y a énormément de devoirs par rapport à autrui. Et ça, on les oublie complètement. Alors, il ne s'agit pas de noyer l'individu dans une collectivité autoritaire, mais il s'agit, puisque les gens sont de plus en plus individualisés, qu'ils réfléchissent sur leur individualité par rapport à autrui. Parce que sinon, cette individualité est totalement absurde. Ça fait des gens qui sont considérés comme des producteurs d'un côté et des consommateurs de l'autre. Ils doivent tenir les deux bouts, et c'est intenable. Et c'est le problème de notre société actuelle. Évidemment, ça arrange le système. Et ça, il faut réfléchir à ce point fondamental. Ah oui. Non. Oui, ça marche. C'est juste un ressenti, l'impression d'être noyé là par un tas d'informations tout à fait intéressantes. J'ai envie de m'arrêter sur plein de trucs. Et puis aussi, le trouble est accentué par le langage. Parce que on entend du verre, effectivement, qui va dans des endroits où on n'aurait pas envie qu'il soit, et les mots durables, tout ça, moi je ne sais plus où je suis. Au niveau du langage, et voilà, il y a un sentiment de confusion. Voilà. Désolé, hein, en même temps, c'est intéressant. Oui, donc moi j'ai trouvé donc intéressant évidemment cette avalanche de références et je ne connaissais pas. Je connais un peu le débat, bien sûr, je m'y intéresse de près. En effet, je crois que la question est, peut-être je rejoins le premier monsieur là, qui s'est levé avec un peu de véhémence pour dire ça, mais en une heure, évidemment, il ne s'agit pas de régler les problèmes du monde. Donc, que vous n'ayez pas évoqué, si, moi je trouve que vous avez quand même évoqué la notion de spiritualité, puisqu'il va y avoir de ça, je veux dire, vous parlez. Par contre, peut-être aussi, je me dis, enfin, moi je pense que la solution elle sera d'en regarder les sociétés, les peuples premiers, dont M. aussi a parlé, et je crois que ce sera des éléments importants. De citer aussi, et peut-être de vous intéresser, je ne sais pas à quel titre vous faites de promouvoir les sociétés et les peuples dits primitifs qui n'ont pas scié la branche sur laquelle Je vais essayer de répondre en synthèse à mon tour. Alors, monsieur qui est intervenu au départ, j'espère qu'il n'y a pas de malentendu, parce que si vous regardiez bien les titres des dates qui étaient énoncées, il y avait repère au sein de l'histoire, j'aurais pu mettre histoire entre guillemets, du néolibéralisme. Il s'agissait en aucune manière de reconstruire l'histoire du monde. Il est clair que quand on reconstruit par contre l'histoire du libéralisme, il n'y a rien d'étonnant à n'y trouver pour l'essentiel que des blancs et des occidentaux. Donc sur ce plan-là, je réfute un peu votre propos. Confucius est un personnage historique tout à fait intéressant. J'aurais pu parler de Mahomet, de Bouddha, de plein de gens tout à fait intéressants aussi. J'ai choisi de parler de Freud et de Vasubandhu, dont vous noterez qu'il n'est pas ni blanc ni occidental, enfin qui a priori n'était ni blanc ni occidental. Voilà. Donc, bon, écoutez, c'est compliqué de parler de tout. Par ailleurs, je pense que c'est important dans ce type de débat de préciser que je ne me positionne pas comme ça. Je ne pense pas que Gustavo Maciel ou personne dans ce type d'intervention se positionne comme des dieux qui s'achoppent face à un parterre de personnes qui ne sauraient pas. Donc c'est une démarche. Hein.
Je ne sais pas si vous avez vu cette définition merveilleuse qui émane de Nietzsche sur la vérité. Ainsi, la vérité ne serait pas quelque chose qui serait là à trouver et à découvrir, mais quelque chose qui est à créer et qui nomme un processus. Cette définition de la vérité, je la trouve tout à fait révolutionnaire, parce qu'elle nous montre que la vérité n'existe pas, que c'est juste un chemin. Et donc, moi, je vous propose de le prendre ensemble. Donc ça, c'est la quoi. La conscience, pour terminer sur le sentiment de confusion, la conscience, bah oui, j'avais prévu de développer un peu, et autant pour moi, mais à culpa, je n'ai pas bien géré mon temps, donc j'ai pas pu développer tout ça. Ce qui est certain, si vous voulez, l'idée c'est que de plus en plus de travaux tendent à montrer qu'il y a conscience bien au-delà de la machine mentale à penser. C'est-à-dire que il y a eu des tas de travaux qui ont été faits qui montrent qu'aujourd'hui, des gens qui sont revenus de mort clinique, mort cérébrale, etc., expérimentent des états de conscience tout à fait étonnants. Donc aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la conscience. Les sciences dures évoluent au point que d'ailleurs on peut se demander si la science existe en tant que telle, indépendamment d'ailleurs d'une conscience pour en parler. Donc ça c'est un point. Donc la conscience, oui, le problème qu'on a évidemment, c'est qu'on est totalement, et là je fais un gros résumé de Freud, de Vasubandhu, de plein d'autres gens, Lacan, etc. Aujourd'hui nous sommes complètement hypnotisés par nos cinq sens au point d'assimiler la perception de nos cinq sens à ce qu'on va appeler la réalité, prêt à se battre, à taper du poing et à se casser sur une table en disant que c'est vrai, ça existe, ce qui est la plupart du temps faux sur un plan scientifique. Donc ça c'est un point. Et cette hypnose de nos cinq sens nous amène sans cesse à nous battre autour de choses qui sont des représentations, vous voyez, parce que je peux dire une cigarette ça pue, c'est dégueulasse, ça rend malade, je peux dire une cigarette c'est génial, je vais avoir la mémoire immédiate, on va à force être obligé de constater à un moment donné à un autre que la cigarette, elle s'en fout. Donc, ce sont tous nos concepts et nos représentations qui sont en jeu, et on s'entretue autour de cette année finie à cause de ça. Donc, effectivement, pour terminer de répondre, effectivement, je pense qu'avoir un sentiment de confusion, ça me paraît bien sain. Je le partage moi-même, au sein de ce que je dis ce soir, un sentiment de confusion avec ce que je raconte, parce que je ne connais pas l'avenir. Je pense qu'on peut essayer de s'y coltiner, en tout cas, de chercher. Ce sur quoi j'ai voulu mettre vraiment, en tout cas pour ce qui me concerne, l'accent, c'est que cette histoire du néolibéralisme, qui est effectivement plutôt blanche et occidentale, une fois plus, on l'appelle parfois néocolonialisme, est une histoire d'une terrible souffrance, qui apporte certainement pas mal de bien-être, quoique, pour la première fois depuis 2 ans, notre espérance de vie diminue. Et là, on ne parle que d'espérance de vie, parce qu'on devrait parler de la durée de vie moyenne, qui est un bilan et non pas une spéculation. Mais c'est vrai que la spéculation est encore à la mode. Voilà. Bon, alors je vais essayer d'être court. Je suis très sensible à ce qu'a dit le premier intervenant, je sais pas, parce que j'y suis moi-même très sensible. Mais je crains quand même que, emporté par votre comment dire, sensibilité à ça, vous n'ayez pas quand même complètement entendu ce que je voulais dire. Parce que ce dont j'ai parlé depuis le début, c'est ce qui se passe dans les forums sociaux mondiaux. Le Forum social mondial de Tunis en 2013, en juin 2013, il y a eu 5085 associations de 132 pays. Donc on était sorti, justement, tout notre effort et tout l'effort du mouvement intermondialiste, c'est de sortir de ça. Et je crois que nous avons en partie réussi à sortir de ça. Donc il faut en être conscient. Ce qui s'est passé à Belém, la montée en puissance des peuples d'Amazonie, qui n'étaient pas seulement des peuples premiers d'ailleurs, qui étaient des peuples de l'Amazonie, c'est-à-dire de la quinzaine de pays qui constituent l'Amazonie. Il y avait évidemment les peuples qui s'appellent eux-mêmes peuples indigènes. Nous, on ne sait pas comment on dit, on dit peuple premier, mais ça dépend des pays d'ailleurs. Eh bien, effectivement, mais il y avait aussi tous les gens de l'Amazonie, les Boliviens, les Équatoriens. Et donc, moi, j'ai parlé de ça. Je n'ai pas parlé. Évidemment, comme le dit Jean-Jacques, quand on parle du néolibéralisme, on parle effectivement du centre du capitalisme mondial, qui lui est bien sûr blanc. Il a été un tout petit peu matiné de jaune avec les Japonais, mais ils ont été un peu marginalisés. Et donc effectivement, ça c'est vrai. Et donc,
l'existence de la colonialité dans les sociétés existe. Et la réalité de l'OTAN existe. Mais moi, quand j'ai parlé des mouvements, j'ai parlé réellement des mouvements comme d'une dynamique nouvelle qui, justement, n'est plus nord-sud. La représentation nord-sud est effectivement aujourd'hui en train d'être dépassée. Mais une représentation ne disparaît jamais complètement. Par exemple, avant, on avait une représentation tiers-mondiste. Le nord-sud a remplacé le tiers-mondisme, mais le tiers-mondiste existe toujours. Donc effectivement, le nord-sud, je pense que nous sommes dans une période que j'appelle altermondialiste, qui est quelque chose de nouveau, mais effectivement, les anciennes représentations vont quand même continuer à exister pendant quelques temps. Alors, sur l'Europe disparaît, là je suis très sensible aussi à ça. Moi, je pense que l'Europe reste quand même un pays, enfin, un continent riche et dominant. Même s'il y a beaucoup de pauvres. Parce qu'il y a du nord dans le sud et du sud dans le nord. Donc c'est pour ça qu'on a dépassé le nord-sud. Effectivement, il y a des pauvres dans les pays européens, mais ça, c'est le problème des inégalités internes alors. Qu'est-ce qui se passe, à mon avis, au niveau de l'Europe? Ça, je le donne comme une hypothèse personnelle. Je pense que la crise de l'Europe, aujourd'hui, c'est une crise du désenchantement. C'est l'idée de l'identité européenne. Comment penser son identité quand on sait qu'on ne sera plus au centre du monde? Ça ne veut pas dire qu'on sera pauvre. Ça veut dire qu'on ne sera plus au centre du monde. Et donc, on peut le penser de deux façons. Une première façon, c'est de le penser en disant, ben non, je serai au centre du monde. On est les plus intelligents, on est les plus forts, on est les plus machins, il n'y a pas de raison qu'on ne soit plus. Et donc nous ferons ce qu'il faudra pour ça. Nous ferons les guerres qu'il faudra pour ça, nous ferons la bataille idéologique qu'il fera pour ça. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, dans une partie des pays européens. C'est effectivement le déni de cette évolution qui amène à dire non, nous voulons continuer avec le centre. Il y a une autre manière qui actuellement est très minoritaire, peut-être parce que nous n'avons même pas été capables de la conceptualiser vraiment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un monde sans le centre du monde? Mais non, mais voilà. Et donc ça nous oblige à inventer. Voilà. Et donc, l'Europe est confrontée... Et moi, je le vois, je fais partie... J'ai été dans tous les réunions de l'Alter Summit. Nous avons essayé de construire une réponse des mouvements, mais je vois bien les mouvements, ils sont désenchantés parce qu'ils ont intégré ça. Les mouvements syndicalistes, les mouvements... Et effectivement, on est dans le désenchantement au niveau de l'Europe. Voilà, bon, et donc effectivement, c'est une bataille. Alors, donc je reviens à la question, est-ce que l'oligarchie a besoin d'une montée des extrémismes? Elle n'a pas besoin forcément, mais elle n'hésitera absolument pas. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils vont choisir les solutions qui leur permettent de garder leur pouvoir. Si, effectivement, l'extrémisme est une manière de garder le pouvoir, ils le feront sans aucun problème. Mais, quand même, il y a des précédents historiques. La montée des extrémismes dans la période 1933, et la montée des extrémismes en Amérique latine, et dans toute une partie du monde, en Asie aussi, en Thaïlande, etc., dans toute la période qui a été la période de montée du néolibéralisme, a été à un moment donné confrontée à des formes de résistance populaire extrêmement fortes, qui fait que ce n'est pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes. Donc il y a un débat interne. Est-ce qu'ils ont les moyens d'appliquer des vrais régimes fascistes et dictatoriaux, comme ça a été le cas avec Condor, que Jean-Jacques a très bien rappelé? Mais c'est une possibilité tout à fait ouverte. Actuellement, c'est pas le cas. Hein? Actuellement, c'est pas le cas. Non. Mais actuellement, il y a une autre forme d'extrémisme, mais ce n'est pas un extrémisme classique. La nouvelle forme d'extrémisme, je pense que c'est Snowden. C'est la bataille contre Snowden. C'est comment Internet, c'est ça la contradiction, est en même temps un outil de libération et en même temps un outil de contrôle. Donc je pense que ce qu'ils sont en train de chercher actuellement, est-ce qu'ils peuvent inventer des nouveaux outils de contrôle idéologique, numérique ou autre,
qui leur permettent d'éviter de rentrer dans un truc du type répression brutale, dictatoriale. J'ai un très bon ami algérien, nous discutions, c'est un truc un peu théorique, mais nous discutions d'un livre de Bettelheim qui disait le capitalisme d'État. En fait, ce qui s'est passé, c'est la montée du capitalisme d'État. Et il disait non, et Bettelheim disait non, c'est un capitalisme de parti. Parce que ce sont les partis qui reconstruisent le capitalisme, comme on a pu le voir en Union soviétique. Et lui disait non, c'est un capitalisme de services spéciaux. Et donc, effectivement, actuellement, nous avons une montée en puissance. Et c'est là que la question de l'OTAN devient effectivement une question qui n'est pas archaïque. C'est la montée des services spéciaux. C'est pas étonnant que Bush a été directeur de la CIA, le père. Hein. Poutine a été directeur du KGB. Donc nous voyons monter en puissance. C'est-à-dire que les États sont contestés très fondamentalement. Et donc, ceux qui, d'une certaine manière, tiennent les États, c'est les services spéciaux. Enfin, là, il y a une évolution que nous ne mesurons. Enfin, moi-même, je ne mesure pas complètement, mais je sens que là, il y a quelque chose auquel nous devrions réfléchir. Voilà. Et donc, nous aurons, effectivement, pas. Je ne pense pas que nous aurons un truc du type dictature Pinochet, mais je pense que nous aurons, effectivement, nous prendrons plein la tête l'histoire du contrôle. Bon, alors sur la conscience collective, je pense que Jean-Jacques a répondu. Moi, je dirais un seul truc là-dessus, c'est que je pense que dans chaque génération, il y a un renouvellement culturel. L'engagement n'est jamais le même d'une génération à une autre. C'est pour ça que, d'ailleurs, sur la question, on pourrait discuter longuement sur la question des résistances militaires ou autres. Parce que c'était vraiment... Mais enfin bon, en tout cas, chaque génération invente ses formes de résistance. Et dans la génération actuelle, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Parce qu'il y a une manière, un essai d'inventer un nouveau rapport individuel-collectif. En même temps, on est pour, je ne dirais pas l'individualisme, mais pour l'individualité. Et en même temps, on est pour du collectif aussi. Mais on n'est plus pour du collectif partidaire. Un bon exemple, c'est le collectif des logiciels libres. Le collectif des logiciels libres, il y a quelque temps, j'étais allé les voir, il y avait un cas, ils étaient dans la même salle et ils travaillaient ils s'envoyaient des messages par ordinateur, dans une salle comme ça. Bien. Et donc c'était vraiment une grande individualité. Et en même temps, c'était très collectif aussi. Donc il y a des nouvelles formes d'engagement. Bon, je les vois un peu de l'extérieur, parce que bon, j'ai dépassé ça, mais c'est bon, je ne mais la question, qu'est-ce qui a posé cette histoire de conscience collective? Déjà, c'est assez top. Écoute, dans les statuts de la Première Internationale, il y a une phrase qui est très belle. Pas de droit sans devoir, pas de devoir sans droit. 1864. Donc, effectivement, on est en plein dans ça. Bon, alors, Noémie, sur le langage, je reconnais que on est dans une période de grand bouillonnement idéologique. Et je pense que d'ailleurs, sur la question de la spiritualité, ce qui est fantastique, c'est que nous vivons partout une immense évolution culturelle. Alors, qui d'ailleurs fait que le débat actuel, dans certains lieux, c'est encore un débat de blanc, mais pas partout. D'ailleurs, même Confucius, il faut se rappeler que pendant la révolution culturelle, entre Lao Tzu et Confucius, entre la référence à Lao Tzu et la propagande à Confucius, le débat a été très dur. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une période passionnante, mais dont on ne voit pas avec très contradictoire. Je vais prendre un exemple. On m'a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il s'est passé des choses nouvelles en Amérique latine? Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Amérique latine? Bon, nous avons beaucoup de mouvements qui sont dans le mouvement intermondialiste. Le mouvement intermondialiste, il est né en partie là. Mais aujourd'hui, ces mouvements
sont confrontés à des régimes qu'ils ont en partie mis en place, que ce soit au Brésil, en Bolivie, en Équateur. Mais, comme ces régimes sont des gouvernements, ils ont fragmenté le mouvement social. Et le mouvement social s'est redivisé entre ceux qui veulent soutenir ces gouvernements et ceux qui veulent pas les soutenir. Mais, ce qui est passionnant en Amérique latine, c'est que nous vivons une révolution culturelle incroyable. C'est que l'Amérique latine, comment est-ce qu'elle est sortie de la domination américaine, qui continue toujours évidemment? Elle est sortie parce que c'est la révolution latino, indienne et noire. Et quand vous regardez ça, eh bien c'est quelque chose qui se diffuse aux États-Unis même. C'est-à-dire que la montée en puissance des peuples noirs, indiens et latinos modifie complètement. Et donc effectivement, par rapport à ça, il y a des réactions extrêmement violentes de gens qui sentent que le monde qu'ils connaissent, ce sera plus celui de demain. Il leur échappe, d'une certaine manière. Et donc on voit le Tea Party aux États-Unis et un certain nombre d'autres. Et le Tea Party dit, mais comment est-ce que l'espagnol peut devenir une langue officielle dans une partie des États des États-Unis? Et comment les Noirs peuvent exiger ça? Et comment les Indiens maintenant... Bon, pour vous donner un dernier exemple, en août, il y a un forum social des peuples au Canada. C'est tout à fait le forum social mondial. Je donne cet exemple. Eh bien, au départ, ils ont dit on va travailler entre anglophones et québécois. Parce que c'est pas possible, on n'arrive pas, etc. Et donc, ils ont fait une réunion à Ottawa et ils avaient prévu 75 associations qui devaient se réunir, syndicats, etc. Et ils se sont retrouvés à peu près 180 ou 200. Et ils sont rentrés à 2. Les anglophones et les Québécois. Et ils sont sortis à 3. Les anglophones, les Québécois et les peuples premiers. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Et il se trouve que les gaz de schiste, ils sont sur les réserves des peuples premiers. Et donc, brutalement, ça a remis l'écologie en plein dans la bataille contre Harper et contre la répression, par l'intermédiaire des peuples premiers, c'est-à-dire pas par l'intermédiaire des courants écolos classiques, mais par le fait qu'il y a eu un tel bouleversement idéologique, politique, etc., que ça change la donne. Voilà. Donc nous sommes dans des moments dans lesquels il y a des changements de donne, et je pense que sur les élections que nous avons vécues, et qui ont été tellement dures, notamment en France, mais pas dans tous les pays d'Europe, mais il y a quand même cette réaction, cette réponse réactionnelle consistant à dire non, de déni d'une certaine manière, de voir que le monde est en train de changer et qu'on va bien devoir faire avec le nouveau monde. Je voudrais rajouter juste un petit point, peut-être pour relever un peu de confusion, si plusieurs personnes sont dans la confusion, je fais référence là au titre de la soirée, développement, quelle société demain? Alors, déjà pour ma part, mais ça c'est un détail, j'aurais bien écrit petit au pluriel, parce que, effectivement, quelle société demain, c'est une très vaste question. Alors, effectivement, dans la réponse que j'ai faite, je pense peut-être dans la réponse que tu as faite, Gustavo, mais là je ne sais pas ton intention, et il est certain, moi je tiens un cours à Paris 7 sur les tendances sociétales de civilisation, etc. Et j'explique à mes étudiants que je vais leur raconter que des films historiques dans toute l'année, parce qu'en fait personne n'en sait rien. Et il y a tellement de facteurs qui peuvent vraiment peser très très lourd sur l'avenir que l'abruti aujourd'hui qui prévoit prédire le monde, je sais pas, laissons-le à sa place. Un écrivain de science-fiction, c'est très bien s'il nous fait prendre du plaisir, un réalisateur de cinéma aussi. Le calendrier Maya, manifestement, a été mal interprété ou s'est trompé, enfin on ne sait pas très bien. Vous voyez, donc j'ai pas voulu emmener du côté de la Chine, de l'Europe, du Brésil, ni tout ça. Parce que la Chine, d'un certain point de vue, est au bord de l'implosion, donc il n'est pas certain qu'elle survive très bien à cette histoire.
L'Europe, on ne sait pas ce que c'est. En fait, moi je ne suis pas du tout européen, non pas que j'aime la palette, mais l'Europe c'est les plans d'austérité, la règle d'or, je ne vois pas de cohérence sociale, je ne vois pas de cohérence philosophique, je ne vois pas de valeurs communes. On a du mal à trouver des valeurs entre l'Europe et les États-Unis, mais au sein même de l'Europe, on va avoir du mal aussi si on creuse. Donc je préfère pas m'embarquer quand il s'agit de prédire l'avenir sur toutes ces théories, hypothèses un peu fumeuses et un peu risquées. Donc ce que je voulais rappeler par là, c'est qu'au fond, là on est amené à réfléchir ensemble sur d'où on vient, où on va, où on veut aller, où on a envie d'aller. Et finalement mon propos c'est de dire jusqu'à un certain point, et ce point, ce seuil-là, c'est quand l'intérêt collectif est supérieur à notre intérêt individuel. Là je crois qu'il y a un seuil critique. Notre tâche, c'est de réinventer le monde et peut-être de se libérer du monde passé pour le réinventer. Je pense que l'histoire, ça sert à se libérer, ça ne sert pas à être enfermé. Notre identité ne doit pas peser lourd, hein. Sinon je la trouve... Enfin, je dis ça parce que finalement j'ai des origines juives de l'Est, donc je connais un peu cette problématique-là, hein, de souffrance, vous voyez. Non, la douleur passée, ça doit être un tremplin pour le plaisir futur, et puis la douleur future qui peut arriver aussi. Malheureusement, tout n'est pas idéal. Donc je voudrais terminer en disant que finalement, c'est derrière un choix de société. Et moi, ce que je propose ce soir, c'est de choisir individuellement, avec des collectifs, parce que je pense qu'individuellement, on est très fragile et très stupide, de manière générale, sauf qu'il y a des espèces. Ce que je propose, c'est effectivement qu'on sente les uns les autres, où on a envie d'aller. Quel monde on veut vraiment? Quel monde on créerait s'il n'existait pas de toute pièce? Et là, du coup, j'ai envie de terminer par trois mots et une autre proposition. Notre société à forte dominante, effectivement, notre civilisation à forte dominante de culture blanche européenne, parce que finalement les États-Unis, c'est une suite de l'aventure européenne, a créé une société dans laquelle on a pour valeur essentielle l'industrie, le travail et l'entreprise. Faisons un peu d'étymologie et essayons de nous rappeler ce que pouvaient vouloir dire ces trois termes. Industrius, activité secrète, tripalium, travail, instrument de torture, et entreprise, territoire vierge non conquis entre deux territoires déjà conquis, c'était un terme militaire. La stratégie dont parlait Gustavo tout à l'heure a été réappropriée par les agences de relations publiques et le marketing et la publicité, puisqu'on y parle de conquête, de fidélisation, de stratégie, etc. Donc tout l'appareil militaire qui sert aussi à l'agriculture, sert aussi aux médias, aux relations publiques, etc. On voit bien que le néolibéralisme infiltre comme un liquide tous les compartiments de notre société, et c'est de ça dont nous devons nous libérer, de cette colonisation-là. Et en ce sens-là, je ne peux pas prédire l'avenir, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un geste, on fait de la politique, à chaque fois qu'on achète un produit, on use d'un pouvoir ou on perd son pouvoir. Si je suis altermondialiste aujourd'hui et que je succombe à une canette de Coca-Cola, à chaque fois que je le fais, je suis un militant stupide. J'ai le droit d'être stupide et il ne faut pas procéder par culpabilité, sinon on n'arrivera pas non plus. On n'est pas des dieux. Mais voilà, il faut quand même être au courant. Donc, essayez de regarder. Et la régulation du désir, cette régulation-là dont je parlais, de la conscience individuelle, c'est elle qui, en s'agrégeant, devient conscience, je serais tenté de dire commune et non pas collective. Collective, non, pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas une conscience collective qui existera indépendamment des individus. La conscience collective, c'est simplement le cumul. Voilà, d'où le fait que l'opinion publique n'existe pas. Je vais terminer sur cette citation de Bourdieu. Merci. Alors, pour... Ouais, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à rendre les lieux. Donc ce que je vous invite, déjà je vous remercie d'être resté ici pour ce débat. Je retiendrai aussi, oui, les mots qui disent que c'est vrai que les solutions, les sociétés pour demain, nous on pense comme ça aussi, sont à l'intérieur de nous. Il y a une grosse partie qui fait partie du empowerment dans ce qu'on met en place. Et effectivement, c'est l'autonomisation des personnes, et après c'est se regrouper pour pouvoir faire changer les choses. Donc je pense que c'est des bonnes, même s'il y a des constats qui étaient un petit peu négatifs ici ce soir, et c'est sûr, il faut faire face aux choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, et ça il tient qu'à nous de les faire par l'information et par nos actions. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir été ici. Si vous voulez continuer à parler avec Jean-Jacques et Gustavo, je vous invite, le temps qu'on range, de discuter avec eux autour de la buvette, et n'oubliez pas de laisser votre adresse pour vous inscrire à notre lettre d'information. N'hésitez pas non plus à soutenir la boutique solidaire. Merci à vous en tout cas.